Salut les devs et bienvenue dans cet épisode à la suite de l'autre épisode, ma mission de 6 mois en freelance. Donc le but de cet épisode, ça va être de te donner les clés pour avoir le minimum vital pour te lancer en freelance. Alors ça va se présenter sur 3 critères et c'est vraiment le minimum pour te lancer. Je tiens à préciser que c'est le premier épisode que je tourne aussi en vidéo. Donc pour ceux qui écoutent le podcast directement sans la vidéo, ça ne change rien pour eux. Mais cet épisode va aussi pouvoir se retrouver sur YouTube. Donc ça va être un peu différent puisque je ne pourrais pas lire mes notes comme si je ne tournais pas de vidéo. Donc là, je vais peut-être lire un peu mes notes, mais je vais essayer de faire en sorte de m'améliorer au fur et à mesure du temps pour le moins les lire possible. Donc là, on va se concentrer sur 3 éléments indispensables pour devenir développeur freelance. Le premier point, ça va être la spécialisation. Je précise que je vais aller de plus en plus vers le point le plus important qui est le 3e point, mais les deux premiers points sont quand même importants et puis surtout, ça te prépare au 3e point. Donc le premier point, la spécialisation. Tu vas devoir choisir une technologie. Une technologie, quand je dis une, c'est vraiment une. Tu connais peut-être le concept de slasher. Donc slasher, ça va être quelqu'un qui met sur son profil, donc que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, peu importe, qui va mettre sur son profil React, /WordPress, /C++, /IA, /Python, bref, qui va te mettre plein de / en mode je connais tout. Voilà, en gros c'est ça, je connais plein de technologies, sachant que c'est quelque chose qui fait déjà vraiment bas de gamme et qui fait très débutant. Ça fait un peu bootcamp, j'ai tout vu mais en fait je ne maîtrise rien. Voilà, en gros ce que ça renvoie si tu mets plein de technologies, plein de /. Donc c'est une tendance qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop sur les profils de dev et c'est aussi, on pense que ça fait professionnel mais en réalité ça fait débutant. Un professionnel il va se spécialiser alors qu'un débutant il va vouloir tout faire. On peut être généraliste mais c'est le sujet d'un autre épisode d'ailleurs si tu veux le voir. Donc résultat, tu attires tout le monde mais en réalité tu convaincs personne. Ici ce que je veux dire dans cet épisode, c'est pas comment attirer des clients, c'est une fois que tu as des clients devant toi, est-ce que tu arriverais à les convaincre avec ton profil? C'est ça en réalité cet épisode, donc avec ces 3 piliers pour convaincre quelqu'un si tu es développeur freelance. Donc ouais, ce que je disais c'est que en gros les recruteurs, en fait quand tu mets plein de / et que tu maîtrises soi-disant plein de technologies, ça fait vraiment bootcamp. Et les recruteurs, ils ont l'habitude maintenant des bootcamps puisque ça existe depuis un certain moment. Et ils savent qu'un développeur, un développeur qui sort d'un bootcamp, c'est pas vraiment un développeur. Ou en tout cas, il ne sera pas apte à travailler tout de suite et il ne sera pas opérationnel. Parce que les bons recruteurs, ils savent que ça prend du temps de maîtriser une technologie et que logiquement, si tu veux bien en maîtriser une, tu ne peux pas en maîtriser 10 000. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Alors là, on va partir sur un point. Quand tu payes un développeur freelance aussi cher, on est toujours dans la spécialisation sur une technologie. Quand tu payes un développeur freelance aussi cher, alors je ne suis pas d'accord avec ce terme d'être aussi cher, parce que je pourrais tourner un épisode où je vous montre concrètement qu'un développeur freelance, c'est aussi cher, voire moins cher qu'un développeur en CDI. Mais ça peut être le sujet d'un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire si ça peut être intéressant pour vous d'avoir un calcul concret. Mais bon, selon les recruteurs, l'œil des recruteurs, on est plus cher qu'un CDI, voire beaucoup plus cher, alors qu'en soi, ce n'est pas le cas. Mais bref, s'ils nous payent aussi cher, c'est pour être opérationnel très rapidement. Il ne faut pas que tu prennes un mois pour monter en compétence. Ton but, ce n'est pas de monter en compétence pendant l'émission, alors un peu quand même, mais en tout cas, tu dois être opérationnel sur le principal dès le départ. C'est pour ça que maîtriser une techno très bien, ça va entre guillemets te démarquer, tu seras un expert en gros. Je ne vais pas m'étaler 10 000 ans, en gros, choisis une techno et voilà, point, fin de l'histoire, choisis ta techno, celle qui va te permettre d'être un spécialiste de ta techno. Deuxième point sur la spécialisation, c'est une spécialisation sur le secteur. Une techno, ça va te restreindre sur certains types de développement. Développement web, développement mobile, développement logiciel. Et déjà, ça va un peu te spécialiser sur le type d'application que tu vas réaliser avec une techno. Mais un bonus, alors selon certains, ça pourrait être considéré comme quelque chose de fondamental, mais je vais le mettre en bonus. C'est un bonus non négligeable, c'est de se spécialiser sur un secteur.
Donc secteur bancaire, secteur finance, secteur assurance. Surtout si tu veux travailler avec des ESN, c'est vraiment très apprécié de se spécialiser sur un secteur. Parce que en te spécialisant sur un secteur, tu vas mieux comprendre les problématiques rencontrées dans ce secteur. Mais ça fonctionne seulement si tu as un portfolio avec un projet star. Et là, on arrive sur le deuxième point important pour devenir développeur freelance. Avoir un portfolio. Alors, on verra après ce que tu dois mettre dans le portfolio dans le troisième point. Mais en gros, ton portfolio, qu'est-ce qu'il doit avoir dedans? Alors, forcément, si tu es freelance, tu dois forcément avoir un portfolio. C'est obligatoire, c'est non négligeable. C'est un site, en gros, un portfolio qui va montrer tes projets. Tu peux t'embêter à créer toi-même ton portfolio en le codant, mais franchement, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée en le codant toi-même. Surtout qu'en général, il y a toujours une petite coquille, il y a un truc qui n'est pas vraiment responsive. Bref, c'est pas très bien fait. Et déjà, si ton portfolio qui contient tes projets, il est bancal, et bah, ça donnerait même pas envie d'aller voir tes projets en fait. Donc la première chose que va juger un recruteur, c'est en arrivant sur ton portfolio, à part si tu utilises une plateforme comme Malt, si c'est déjà, tu as déjà on va dire le site qui est déjà fait. Mais si tu le fais toi-même, je te conseille déjà d'en faire un beau. Pourquoi? Parce que sinon, s'il n'est pas beau, les recruteurs, ils vont même pas aller jusqu'à aller voir tes projets, ils vont se dire oula, c'est quoi ce. Enfin, ils savent déjà que ça va être un débutant si jamais tu proposes un portfolio éclaté. Et donc en plus, c'est la première chose qu'un recruteur va voir. Donc en gros, il va te filtrer comme ça. Il va voir, OK, ton titre. Si dans ton titre, il y a la technologie recherchée, déjà tu passes le premier filtre. Ensuite, il va voir ton portfolio. S'il y a un site, il va aller le voir. Le site que tu as fait pour mettre tes projets dessus. S'il voit que le site il est éclaté, il va pas aller dessus, quoi. Il va même pas s'embêter à aller voir tes projets. Il va passer au profil suivant dans sa pile et voilà, c'est tout. Il ne va pas s'embêter à aller plus loin. Donc, alors ça, c'est un conseil ultime. Je te le répète, hein, ça n'a pas forcément je ne trouve pas que ça a une très haute valeur ajoutée de le coder soi-même. Donc, moi, je te conseille de, ne pas t'embêter à le faire toi-même et plutôt de partir sur un beau template de portfolio qui existe déjà. Si tu as un dev web React, il y a plein de super templates gratuits où tu peux même changer le thème, avec le soleil et la lune. Là, tu peux changer les couleurs. Enfin, c'est un truc qui est déjà bien fait de base et c'est gratuit. Alors, par contre, attention, car même s'ils sont tous beaux, la plupart des templates sont stylés. Après, tu choisis celui qui va bien avec ta personnalité éventuellement. Même s'ils sont tous beaux, ils mettent tous du temps à charger en général et pour pas grand chose d'ailleurs, hein, ça reste une page web. Donc je conseille plutôt un template Next.js plutôt que React. Voilà, ça c'est un petit conseil. Que tu fasses du React ou pas d'ailleurs, tu peux le faire aussi avec WordPress. C'est ce que je fais perso et franchement ça fonctionne très bien, la preuve. C'est grâce à lui, entre autres, hein, bien sûr, il y a eu les autres éléments qui font partie du package du minimum vital. C'est grâce à lui, entre autres, que j'ai été recruté pour ma mission freelance en ESN. Petite anecdote comme ça, la personne qui m'a recruté dans l'ESN, il m'a dit « Ah c'est cool que tu aies… » Enfin, il a vu mon site web avec mon portfolio en gros. Il a dit « Putain, ça c'est cool, ça va aider pour convaincre le client. » Donc trop bien, tu vois, il est arrivé sur mon site, il était assez stylé pour qu'il dise « Ça va convaincre le client. » Donc tu vois ce que je veux dire, pourquoi c'est important. Ça fait partie des 3 points, des minimum vital, hein, c'est ce que je veux dire. Bon, alors là on a passé le filtre de la spécialisation, de la techno, la spécialisation et du portfolio. Mais maintenant, une fois qu'il a passé donc ton titre, etc., comme je te disais au début, ton portfolio est assez beau, ok, il scrolle, il va aller voir tes projets maintenant. On arrive sur le troisième point pour devenir développeur freelance, c'est le point le plus important, un projet concret. Quand je parle de projet concret, je ne parle pas d'un vieux clone de Twitter ou d'Instagram que tu as fait en suivant un tuto ou pendant un bootcamp ou peu importe. Je ne parle vraiment pas de ce type de projet qui n'est pas un projet concret. On parle ici d'un vrai projet qui résout un problème. Ça peut être un SaaS que tu développes toi-même ou en équipe, si tu as des potes de dev, c'est quand même mieux.
Parce qu'en général, en entreprise, que tu sois freelance ou que tu sois en CDI, tu vas devoir travailler en équipe. Par exemple, j'avais créé une application web pour donner un Nutri-Score aux recettes. Donc c'est-à-dire que tu vois, par exemple, un aliment, il a un Nutri-Score A, B, C, D, etc. Où moi j'ai mis plutôt un système de notation sur 100. Mais en gros, le principe c'était, tu prends chaque aliment, tu fais une moyenne du Nutri-Score et ça te fait ça te fait un Nutri-Score pour la recette entière. Voilà, comme ça, tu n'as pas besoin d'aller voir la recette et d'aller voir est-ce que les aliments ils sont bien ou pas. Ça te permet de savoir directement si la recette elle est entre guillemets healthy ou pas. Donc voilà tout ce que j'avais dû apprendre pour le faire. Là, je t'ai pitché l'idée, c'est une idée qui résout un problème, mais ensuite il faut quand même mettre en place un système qui résout le problème. Donc ce que j'ai dû apprendre à faire et ce qui montre mes capacités à le refaire en entreprise, c'est ça qui est important. Front-end, donc front-end c'était React Next.js, le CMS c'était Strapi. Un CMS ça va être WordPress en gros, mais sauf que là c'était un CMS adapté pour React Next.js. La base de données c'est du PostgreSQL. La récupération des informations des aliments, en fait, pour avoir le Nutri-Score de tous les aliments, c'était pas vraiment un Nutri-Score pour le coup, c'était les informations nutritionnelles des aliments. Tout ça je l'ai récupéré sur un site de l'État, donc qui s'appelle Sical, mais bon ça on s'en fout. Pour dire que j'ai réussi à tout récupérer, à scraper en gros le tout et à le mettre dans ma base de données. Tu vois, ça montre vraiment que je sais faire plein de trucs. Et encore, j'ai pas fini. Je dis pas ça pour me la racler, évidemment. Je dis ça surtout pour montrer que toi, en tant que développeur et surtout développeur freelance, tu dois prouver que tu sais faire les choses et pas juste oui, vous en faites pas, je le maîtrise. Je vais te montrer un exemple juste après, mais je vais finir avec ça. Récupération des images de chaque aliment, parce qu'en gros, dans la page de la recette, après, une fois que tu as vu le Nutri-Score entre guillemets sur la page qui affiche toutes les recettes, tu cliques dessus parce que tu vois que le Nutri-Score il est assez élevé. Tu descends et tu vas voir les étapes pour faire la recette et les aliments qu'il y a besoin. Je voulais pas juste faire une vieille liste des aliments, donc je voulais faire une liste un peu comme sur Marmiton d'ailleurs, qui le fait déjà, avec des images des aliments pour que ça soit plus joli, pour que l'interface elle soit cool à utiliser. Et donc pour ça, pour récupérer chaque image de chaque aliment, fallait utiliser une API. Bref, tu vois, il y avait vraiment plein de choses à faire dedans. C'était vraiment quelque chose de complet. Et qu'est-ce que je voulais te raconter? Oui, la fameuse anecdote, le fameux exemple de pourquoi tu dois prouver que tu as les compétences. Alors, en gros, tu veux faire construire ta maison, tu as le choix entre deux constructeurs. Le premier constructeur, tu vas le voir et il te dit là je sais utiliser une pelle, je sais utiliser une pioche, je sais utiliser un tractopelle, machin. Voilà, t'inquiète, je sais faire la maison, il n'y aura pas d'embrouille, tout va bien se passer. Voilà, il te dit ça en gros. Donc tu dis ouais ok bon allons voir le deuxième. Le deuxième il te dit viens avec moi, je vais te montrer les anciennes maisons que j'ai déjà faites, qui se sont pas écroulées tout simplement, mais aussi à quoi elles ressemblent, voilà plein de choses. Il va te les montrer, il t'en montre une, il t'en montre une deuxième, il t'en montre une troisième. Les maisons te plaisent. Tu te dis il a déjà résolu le problème chez quelqu'un d'autre. Théoriquement je prends pas de risque, ça veut dire qu'il est apte à faire ma maison. Je pense que tu as capté l'idée, tu préfères le premier ou le deuxième. Honnêtement, moi je préfère le deuxième. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que tu ne dois pas dire vous en faites pas, je maîtrise. Non, tu dois vraiment montrer avec des projets que tu as déjà fait, que en gros tu as déjà résolu le problème ou au moins un problème du secteur. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon le meilleur, donc là je t'ai parlé d'un projet personnel, mais sinon bien évidemment le meilleur, et là on parle de qualité de projet concret. Ce que je considère comme projet concret, c'est un projet qui, je le rappelle, résout un problème donc concret. Mais ensuite, il y a quand même on va dire, une notation de... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des projets concrets de meilleure qualité. C'est-à-dire que là, c'était un projet concret qui résolvait un problème, comme je le disais juste avant, mais je l'ai fait tout seul, déjà premièrement, et c'était un projet perso. Je ne l'ai pas fait pour un client. C'est pas très grave, ça représente quand même un projet concret qui est le minimum vital pour devenir développeur freelance. Je vais m'en sortir dans cette phrase à rallonge. Mais sinon, le meilleur projet concret,
c'est d'avoir un vrai projet en entreprise. Donc déjà, si possible, dans le secteur dans lequel tu souhaites t'orienter. Donc si tu fais si tu as une expérience, bon je vais arrêter avec les exemples, mais en gros, il vaut mieux que tu es dans le secteur vers lequel tu souhaites t'orienter. Et aussi dans la techno, évidemment. Alors, je te donne quand même un exemple, puisque je l'ai noté dans mes notes. Ça fera un exemple de plus parmi tous les exemples. Mais en gros, maintenant que... Attends, j'attends juste que le scooter y passe. Maintenant que j'ai travaillé 6 mois dans le secteur bancaire en tant que développeur, bah, tu te doutes bien, et c'est même logique, ça va être beaucoup plus facile de retrouver une mission dans le secteur bancaire. Ça va même être beaucoup plus facile que d'en trouver dans un autre secteur. Même si en soi l'expérience elle était de super bonne qualité, tout secteur confondu, ça reste plus facile si je reste dans le même secteur. Voilà, c'est tu vois pourquoi je te dis que bah déjà avoir un projet concret avec un vrai client c'est bien, mais encore mieux si tu l'as dans le secteur vers lequel tu souhaites t'orienter, c'est encore mieux. Et donc là tu te dis, et à raison, hein, tu te dis pas les choses pour rien, et donc je t'entends déjà venir, d'où pourquoi je l'ai mis dans mes notes. Ouais, mais je fais comment pour trouver une mission alors que j'ai pas d'expérience, j'ai jamais eu de client? C'est un peu un cercle vicieux. Pour avoir un client, il faut déjà que j'ai eu un client avant. En gros, c'est ça que je suis en train de te dire. Alors, donc oui, c'est un peu un cercle vicieux, mais il y a quand même des solutions, sinon il n'y aurait jamais personne qui serait en freelance. Deux techniques, la plus dure, je commence par la plus dure, la technique de l'escalier. Cette technique-là, donc déjà tu obtiens une première mission éventuellement en réalisant une application gratuite à un client. Ça peut être ça, ou ça peut être un de tes proches, où tu le prends pas cher. Voilà, ça peut être une première mission avec un vrai client, quelqu'un qui n'est pas toi, quoi. Donc, donc là, tu as gravi la première marche en ayant une première mission gratuite. Cette première mission gratuite, elle va te permettre d'avoir la deuxième marche, avoir une première petite mission payante. Après ces deux missions, bah, tu vas pouvoir avoir une plus grosse mission et ainsi de suite. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est progressif en fait. Et sinon, la plus facile, et c'est celle que je recommanderais à la plupart des développeurs qui veulent se lancer en freelance, si tu n'as aucune réelle expérience en entreprise, que comme moi par exemple, tu t'es lancé direct après tes études et que tu n'as pas, voilà, t'as pas réussi à avoir des clients avant, c'est de trouver d'abord une mission en CDI. D'ailleurs, tu peux même être en CDI en ESN d'abord, hein, pour changer de mission tous les 6 mois et vite prendre en compétences. Ça peut être une première porte d'entrée. Et je peux pas te donner plus de conseils sur le CDI, vu que j'ai jamais été en CDI, je me suis lancé en freelance direct après mes études. Donc bon courage si tu veux avoir un CDI, mais non, en vrai, globalement, c'est les mêmes critères que pour être en freelance, sauf que être en freelance, ils vont être beaucoup plus demandants et surtout, ils vont être... En fait, globalement, si tu es freelance, à leurs yeux, tu es un peu suspect. Ils vont chercher la moindre petite faille, la moindre petite bête. Alors qu'en CDI, ils vont plus se dire bon, bah, c'est pas grave s'il a pas ça, on va le former. Bon, bah, ça, c'est pas grave non plus, tant qu'il a au moins ça. Tu vois, ils vont essayer plutôt d'avoir un profil qui est motivé, alors que concrètement, un développeur freelance, ça va vraiment être une ressource. Bien sûr, on va lui demander d'avoir des soft skills, mais ça va pas être sa raison principale, sa raison d'être principale. Alors, je relis mes notes vite fait. Donc voilà, si tu n'as pas déjà d'expérience, si tu n'as pas déjà une expérience en entreprise, tu peux le faire en CDI. Et après, dans ton portfolio, tu peux mettre ce que tu as déjà fait en CDI. Il n'y a rien qui t'en empêche parce que c'est ok, tu ne l'as pas fait en freelance, mais en soi, ça reste quand même dans ton projet de vie. C'est toi qui l'as fait, tu as été en entreprise pour le faire. Bah voilà, c'est pas interdit. Donc tu vois que c'est une autre manière de voir les choses. Et donc si jamais là, tu es en CDI et que tu te dis ouais, j'ai envie de me lancer en freelance, bah ça va même être facile entre guillemets. Encore une fois, rien n'est si facile que ça, mais ça va être encore en tout cas plus facile. Tu prends le projet que tu as fait dans tes CDI précédents ou ton CDI actuel, tu prends les meilleurs, t'en mets pas 10 000 et tu le mets dans ton portfolio. Voilà. Alors, j'ai pas fini, hein, je précise, j'ai donné les 3 points, mais déjà il y a un point bonus et surtout
j'aimerais conclure et surtout te donner des pistes voilà, pour régler ces 3 problèmes, on va dire. Alors déjà, premièrement, je sais que tu peux être un peu déçu parce que tu peux te dire: «Ouais, il suffit de, créer un profil sur Malte pour se lancer en freelance». Déjà des personnes qui font ça, il y en a plein, des profils, de développeurs, sur Malte, il y en a plein et c'est pas pour autant qu'ils trouvent des missions. Il y en a plein qui ont, pas d'avis, pas de vue, pas de machin, bref, ils trouvent jamais de mission et franchement dans ma vie de développeur entre guillemets, j'en ai croisé plein des personnes qui essayent de se lancer en freelance et qui n'y arrivent pas, notamment parce que déjà ils n'ont pas les 3 points que je t'ai cités précédemment et juste, ils partent mais ils ont pas trop préparé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Juste, je voulais aussi, mais c'est ça que je considère comme bonus, donner un petit mot sur, le statut d'entreprise. Parce qu'avant de te lancer en freelance, il y en a beaucoup qui se disent: «Oh là, attends, il faut que je choisisse le bon statut, faut que je réfléchisse bien, machin». Enfin, vraiment, ils se prennent la tête. Déjà, dans la plupart des cas, en gros, juste que je clarifie, quand tu vas devoir être développeur freelance, tu vas devoir créer une entreprise. Et pour une entreprise, tu peux avoir plusieurs statuts, la micro-entreprise, la SARL, le URL, la SASU, bref, il y en a plein. Déjà, sache que dans 90 des cas, la micro-entreprise, elle fait très bien l'affaire. Et donc, tu n'as pas besoin de te documenter pendant 10 ans. À part si, en gros, la micro-entreprise, elle ne fait pas l'affaire. Alors, je grossis le trait, hein, il y a d'autres critères, mais la micro-entreprise, elle ne fait pas l'affaire si tu veux t'associer, parce que tu peux être que tout seul en micro-entreprise. Si tu as beaucoup de frais, mais généralement, quand tu fais du service informatique, tu n'as pas beaucoup de frais. Les outils, ça va être l'entreprise qui les paye, etc. Ou, dernier point, si tu veux toucher le chômage pendant que tu te lances. Ça, ce sera plutôt la SASU, par exemple, tu vois. Mais bon, dans 90% des cas, si tu as déjà un client, si tu as déjà un réseau, etc., et que tu peux te lancer en freelance, tu peux choisir la micro-entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que va pas te prendre la tête avec un statut si tu n'as même pas encore de clients, que tu n'as même pas les trois piliers concrets pour être développeur freelance. Il y en a qui se prennent vraiment la tête sur les mauvais problèmes. Ça, c'est un détail à la limite. Lancer sa micro-entreprise, ça prend 1 heure et après tu reçois les papiers en 2 semaines. Bref, le plus important, c'est trouver des clients, avoir les 3 points concrets que je te dis. Parce que une fois que tu as attiré le client, donc ça, ce sera le sujet éventuellement d'un autre épisode, sachant que le premier épisode que j'ai tourné le premier épisode de podcast, c'était sur comment trouver un client freelance, donc j'ai déjà tourné un épisode, mais peut-être que je ferai une mise à jour. Et une fois que tu as attiré ces clients, le deuxième point, c'est de les convaincre. Et donc là, de les convaincre, c'était avec les 3 points que je t'ai donnés précédemment. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas si tu as des questions, sur le freelancing, sur les outils, sur plein de choses que je pourrais traiter avec mon expérience de développeur freelance. N'hésite pas à me le dire et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.